Bonjour, je suis Jean-Claude Gestin, le président de l'association EVA, Eaux Vivantes d'Armor. Aujourd'hui, je vais vous faire visiter un projet qui est contesté par une forte proportion de la population et tous les riverains. Je vais vous faire visiter le site. Alors, non à la zone ostréicole à cet endroit. Pourquoi? Bon, c'est pas difficile, vous regardez et vous apercevez un panorama, un paysage magnifique. Vous voyez l'île Saint-Rion, vous voyez un chapelet d'îles, vous voyez l'île de Bréa, vous voyez Port-Zéven, vous voyez la pointe de Guilben, vous voyez des adeptes du sport volant. Vous voyez, c'est un site vraiment au niveau paysager magnifique. D'ailleurs, l'architecte des bâtiments de France l'a bien précisé dans un écrit. Il dit « Ce site a des qualités paysagères exceptionnelles qui lui méritent un classement ». Le maire de Paimpol non plus s'y est pas trompé puisqu'il s'est acheté une maison tout à côté avec le même panorama. Ça ne l'a pas empêché pour autant de signer un permis d'aménager sur ce site qui prévoit une vingtaine de bâtiments de 10 mètres de haut. Comme il n'avait pas acheté de maison là, ça ne l'a pas gêné de... Vous voyez là. Alors eux par contre, ils ont droit d'avoir devant eux le gâchis. Bref, donc nous allons visiter ensemble les coulisses du projet. Alors avant d'aller plus loin, il y a une chose quand même qu'il faut dire, c'est que normalement on devrait voir le panneau de permis quoi, ici. Le panneau de permis d'aménager. Or on ne le voit pas, on voit juste le panneau de contestation qui effectivement lui est bien placé. Par contre le panneau de permis on ne le voit pas. Pourquoi on ne le voit pas? Voilà, c'est très simple. Ici, on est à Carquestel. Vous voyez, c'est le plateau de Carquestel. Or, le permis, c'est le permis d'aménager pour un village ostréicole de Boulguief, le village ostréicole de Boulguief. Or, Boulguief est à 600 mètres en contrebas, alors qu'ici, on est sur un plateau de 70-80 mètres de haut, alors que le projet dit village ostréicole de Boulguief est autorisé par le SMVM dans la zone de Boulguief en contrebas. Or, donc vous allez voir pourquoi, où est le panneau d'ailleurs. Le panneau est situé justement sur le chemin de Boulguief et non pas ici. Et on va voir pourquoi. Nous sommes donc sur le chemin de Boulguief. Le chemin de Boulguief qui mène à la grève de Boulguief, comme son nom l'indique, et qui est, je le précise tout de suite, une zone classée Natura 2000. Alors nous sommes dans un vallon très encaissé, riche de 2 ruisseaux, de 6 sources, etc., avec une haie vous voyez. Et voilà le panneau, ils l'ont mis ici. Pourquoi ils ont mis le panneau à cet endroit, hein, alors que le projet se situe sur un plateau à Carquestel, à 70-80 mètres de hauteur et à 600 mètres du rivage, et que le projet, ça s'appelle le village ostréicole de Boulguief? Eh bien, tout simplement, pour entretenir une confusion délibérément entre les deux zones, parce qu'en fait, ils avaient l'autorisation d'installer un village ostréicole à Boulguief, en proximité immédiate de l'eau, mais ils l'ont fait à 600 mètres de là, à 80 mètres de haut, parce que finalement, c'était très difficile de s'installer en bas, étant donné que le préfet ne voulait pas. Donc c'est un projet finalement, personne n'en veut. À Port-Zéven, on n'en a pas voulu. À Port-les-Eaux, on n'en a pas voulu. On a fait une zone à Kerpalu, à Paimpol, ils n'en ont pas voulu. Mais enfin vraiment, on n'arrête pas quoi. Alors là, en désespoir de cause, il fallait vraiment magouiller dans tous les sens pour essayer d'imposer enfin cette espèce de village qui se veut le clone des villages qu'on voit sur Marennes, Bourse-Franc, parce que là-bas c'est pas le même pays, là-bas tout est plat. Alors on peut effectivement installer des villages ostréicoles à partir du bord de l'eau jusqu'à loin dans les côtes, parce que la mer monte très loin. Mais ici c'est pas le cas, mais c'est pas possible ici, vous voyez, regardez. Alors maintenant, je change, on va visiter là-haut plus tard. Ce projet, personne n'en veut. Lorsque le panneau, avant même que le panneau tombe, il y avait déjà une pétition de plus de 500 personnes, il y a eu des centaines de signatures lors de l'enquête publique, personne n'en veut. Mais par contre, les élus et une corporation, une minorité dans une corporation en veut. Maintenant, on va remonter cette espèce de
de tranchées assassines dans le bois, donc classé Natura 2000. Et nous allons aller au cœur du projet, qui a fait l'objet d'un démarrage de travaux au cœur donc du plateau de Carquestel. Alors nous sommes en contrebas de la parcelle qui est bordée par le chemin d'exploitation que vous voyez, qui est communal. Alors cette parcelle, on va commencer par là. C'est une parcelle de 2 hectares, 2 hectares et demi. Elle était il n'y a pas si longtemps que ça, bordée par plein d'arbres qui ont été coupés, comme les 500 km d'arbres qu'on coupe tous les ans d'ailleurs en Côte d'Armor. Alors cette parcelle a été acquise donc par la communauté de communes à un paysan dans des conditions qui semblent assez musclées. Le propriétaire, il voulait pas vendre. Il voulait pas vendre, mais enfin vous savez quand un projet comme ça qui presse avec les élus, certains éléments d'une corporation relativement puissante, quand ça pousse derrière, eh ben voilà, on pousse quoi. Alors, en soi, on lui a dit écoute mon vieux, tu vends, parce que si tu vends pas, ben on va te foutre dehors, tu seras expulsé. Et puis si t'es pas content, c'est pas 80 cm du mètre carré que t'auras, c'est moins. Donc tu vends. Si je vous dis ça, c'est parce qu'il racontait quand même ce qui lui arrivait, il aimait pas trop ça quoi. Et ben il a vendu. Alors il sera pas là pour en témoigner parce que certainement qu'il aurait voulu rester discret dans cette affaire là, mais ben, il s'est suicidé juste après. Loin de moi, je vous rassure, d'imaginer qu'il y ait une quelconque relation entre son suicide et cette vente forcée. Devant vous, la parcelle 40. La parcelle 40 qui fait un petit hectare là, même pas, qui a été acquise. Ça c'est assez rigolo, c'est que cette parcelle là était exploitée par un paysan, et puis le paysan il n'a jamais reçu la DIA. La DIA c'est la déclaration d'intention d'aliéner, c'est-à-dire que si vous souhaitez vendre, vous devez quand même déclarer que vous avez l'intention de vendre quoi. Alors il y a 2 préempteurs, le premier c'est le paysan et le deuxième c'est la SAFER. Vous voyez un peu, en fait je suis en train de vous faire visiter les coulisses d'un scandale. Voilà, la parcelle 41 appartient à des indivisaires. Et puis qui un jour, ces indivisaires là, ils ont découvert le projet, mais ahuri quoi. Et ils voient un projet dessiné sur les journaux, alors magnifique les journaux, alors les médias parlons-en, les médias depuis 6 ans, le projet c'est fantastique, ça va apporter des emplois, ça va même pas défigurer le site, puisque là c'est un projet qui protège la nature. Non mais on croit rêver quoi. Ils découvrent ahuri le projet. Alors les indivisaires c'est facile de les abuser, ils sont pas là. Ils sont aux 4 coins de la France, c'est des héritiers, et puis c'est tout juste s'ils savent, s'ils ont un terrain quoi. Par contre, il y a 2 petites grand-mères là, qui sont responsables de l'exploitation des lieux quoi, parce que ce terrain là il est loué à un paysan, il faut toucher la location, etc. Et puis elles voient ça, et puis donc elles se disent mais c'est pas possible, attends, on est au courant de rien. Alors elles vont à la réunion publique, elles interpellent donc le président de la communauté de communes. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc là, nous on n'a rien demandé. Ah mais c'est comme ça, de toute manière, vous n'avez rien à dire, vous serez dédommagés, point. Alors les petites grand-mères de 85 balais, qu'est-ce qu'elles font? Le mec qui représente quelque part l'autorité, c'est un élu, une certaine probité, et puis elle laisse tomber, parce que c'est foutu, qu'ils n'ont rien à dire, et puis jusqu'à ce qu'elle m'en parle, puisque de toute manière, c'est ma famille, ça tombe bien. Elles ont fini par dire non, nous on n'est pas d'accord quoi. Et puis vous voyez, ils ont quand même foutu le bulle dedans, ça les a pas gênés quoi. Alors ça donc c'est la parcelle 40, qui est bordée par le chemin d'exploitation communal, qui appartient en partie, alors juste le chemin, la bordure du chemin, appartient alors donc encore aux indivisaires de la parcelle 40, mais enfin on leur a piqué ça sans rien dire. Alors là c'est pareil, mais ça c'est une vieille histoire, c'est 30 ou 40 ans. Et puis c'est pareil, les petites grand-mères là, jusqu'à ce qu'on leur apporte un petit peu des éléments juridiques, elles croyaient que le chemin, on leur avait piqué, qu'il n'y avait rien à dire. Ce chemin-là, c'est à elles, vous voyez. Bon, enfin bref, alors on va remonter un tout petit peu plus haut, voir les parcelles suivantes. Tout en remontant, d'ailleurs je vous laisse apprécier donc l'existence physique et virtuelle à la fois du petit ruisseau qui passait dans le champ, qui a été décaissé là. Alors le champ, vous voyez, il a été décaissé sur pas tout à fait 1 hectare, 3-4 000 m². Il a été décaissé d'environ 60-70 cm de hauteur, il faut calculer la quantité de terre qu'ils ont déjà enlevé quoi, sur un terrain qui ne leur appartient pas, on est d'accord. Bon,
ce qu'il faut savoir, il y a quand même une chose qu'il faut savoir. Ils ont mis les bulles là-dedans, hein. C'était en mai. Hein. Et les bulles étaient dans le champ, hein, des 16 indivisaires. Hein. Et pratiquement à la même période, la mairie de Paimpol appelle donc des petites mamies là, pour leur demander d'acheter le terrain. Alors c'est extraordinaire, on dépose un permis, vous voyez, et puis après on essaye d'acheter ce qui ne nous appartient pas. Et puis s'ils ne veulent pas vendre, ça ne fait rien, on y va. Alors il y a une chose quand même qui est vraiment, vraiment ça dépasse tout, quoi. Le notaire les appelle, et donc un notaire, hein, et leur dit, écoutez, il faut vendre, hein, parce que si vous ne vendez pas, on va vous expulser. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut expulser quelqu'un lorsqu'il y a une DUP, quoi, une déclaration d'utilité publique. Or, là, le préfet, quand même, qui est pas un imbécile, il n'a pas voulu me faire des DUP. Il a juste mis intérêt général. Parce qu'il a eu l'intelligence de voir qu'on était dans un secteur naturel sensible, que c'était un projet un petit peu tiré par les cheveux et qu'il n'allait pas se mouiller là-dedans, parce que déjà que vous avez un consensus populaire contre ce genre de truc là, ça fait 30 ans que ça dure. Et puis bon voilà, donc vous voyez un peu dans quelle ambiance mafieuse, j'ose le dire, hein, j'hésite pas à le dire, dans quelle ambiance mafieuse ce projet a vu le jour et a essayé de se constituer en essayant d'imposer le fait accompli. Parce que imaginez, il n'y aurait pas eu un référé suspensif là-dessus, tout se faisait, et puis même si c'était dans l'illégalité, c'était acquis, quoi. Donc grâce à Dieu, il y a une justice dans le pays là, qui a tenu compte de tous ces éléments-là. Bref, alors, juste au-dessus, la parcelle 42 hein, et 43, qu'on devine là, qui n'a pas encore été, qui n'a pas eu le temps d'être attaqué par le bulle. Par contre, ce qu'on voit, c'est les gros amas d'arbres derrière là, qui ont été défaits. Le talus là qui résulte du décaissement des parcelles 256 et 257. Donc voilà, les parcelles 256 et 257 en fait, elles étaient dévolues pour tailler la route pour joindre le chemin de Boulgueff à la zone et au chemin de Carquestel. Donc elle part du chemin de Boulgueff, hop, elle remonte le long de la parcelle, entre contrebas des parcelles 40 et 41. Et ensuite, elle rejoint le chemin d'exploitation pour revenir à Carquestel. Alors, vous voyez, c'est assez rigolo parce qu'en fait, ces deux parcelles-là qui étaient des parcelles boisées appartenaient à 15 indivisaires. Et selon les papiers du notaire, il s'avère que 10 indivisaires ont été dédommagés pour une petite somme de rien du tout. Et hop, l'acquisition était faite. Alors, si vous faites le calcul, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais vous apercevez qu'il y a eu un achat à 10 indivisaires, puis qu'il y en a 5 qui sont tombés dans les oubliettes et qui sont au courant de rien. Donc là, l'acquisition s'est faite un petit peu, on va dire, au lance-pierre, quoi. Comment on peut dire ? La maîtrise foncière, en fait, elle n'est pas accomplie. Alors, on fait un projet. Moi, j'ai envie de faire une maison chez vous, tiens. Voilà, je vais déposer un permis. Je fais la maison chez vous. Est-ce que ça vous dérange ? Éventuellement, si ça me chante, je vous demanderai si vous pouvez me vendre après que la maison est faite, quoi. Comme ça, vous n'aurez rien à dire. Alors vous voyez tout au fond cette magnifique baie là qui commence à découvrir, et vous comprenez que là vous avez une baie qui est blindée, quoi. Vous voyez, ce que vous voyez, les coups carrés là, c'est les parcs à huîtres. Alors ce qu'il faut savoir, c'est effectivement, on comprend, les professionnels ont des besoins, quoi. Ici, ils ont toujours exploité l'estran, hein. Mais depuis 40 ans, il y a un problème qui se pose. C'est qu'avant, tout allait bien, ils ne demandaient rien à personne, ils faisaient leur petit tripot, ils avaient leur petit hangar, chacun dans son coin, là. Et le mitage, à l'époque, le fameux mitage, n'était pas un problème. C'est devenu un problème depuis 30-40 ans, parce qu'en fait, des ostréiculteurs, il y en a de plus en plus. Parce qu'aux autochtones, qui étaient, on va dire, quelques dizaines, c'est ajouté des allochtones. Les allochtones, c'est ceux qui viennent d'ailleurs. Je parle pas des autochtones, hein. Les autochtones, cette affaire-là, ils en ont rien à foutre. À la limite, quand ça se fait pas, ça les arrange. Mais comme sur la terre, il y a, on va dire, c'est l'arrêt des 80-20, quoi. Vous voyez, il y a 80% d'exploitants honnêtes qui font leur boulot correctement, puis il y en a 20%, c'est des on va dire, des adeptes de l'exploitation intensive. Alors le problème, il est là, c'est que nous avons un estran qui est surpeuplé, surexploité, et que ma foi, maintenant, comme ça presse au portillon, il faut s'installer sur la terre. Il faut gagner sur la terre. Et là, c'est là que les politiques
ont leur part de responsabilité. Donc on va descendre au bord de l'eau si vous voulez, hein, pendant que je parle. Allez, à tout de suite. Voilà donc le parking de Boulgueff, vous voyez, qui est un ancien marais rétro-littoral qui était alimenté par 3 ruisseaux. Donc le ruisseau le principal, le plus gros, hein, c'est celui-là. Et qui vient de Kermanac. Nous allons d'ailleurs visiter je vais vous faire visiter la source tout à l'heure parce que c'est très intéressant. Vous voyez en passant là d'ailleurs, vous voyez bien une petite zone qui sointe en permanence là, en plein sur le chemin. C'est pour dire qu'il n'y a pas que ces sources, il y en a plein partout. C'est une zone très très sourcière, hein. C'est normal, vous voyez, c'est très encaissé. Hein. Alors en chemin là, on est pas à peu près à mi-chemin. Je vous fais découvrir une source en passant, hein. Voyez, là. Hop. D'ailleurs, pour elle, on a fait un petit grillagé parce qu'en fait, vous voyez que le ruisseau principal, il a été busé sur une partie de son cours. Alors ça, cette zone sourcière là, elle fait partie de la parcelle 259, je crois. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces parcelles-là, vous voyez, qui sont des parcelles sourcières, sont juste en contrebas du projet sur le plateau de Carquestel. Alors le plateau de Carquestel, il ne s'est pas gêné, hein, c'est quand même 5 hectares. 5 hectares de bitumé, d'imperméabilisé. Et puis évidemment, ce projet, ça prévoit des eaux pluviales, avec un bac de rétention des eaux pluviales. Et puis après, on laisse partir les eaux pluviales ici. Alors là, ça s'appelle, moi, j'appelle ça une servitude imposée, avec en imposant des écoulements pluviaux, donc avec érosion à la clé, hein, à des propriétaires qui n'ont rien demandé, quoi. Alors il faut savoir qu'ici c'est une zone très fragile, hein. D'ailleurs le SMVM il le précise, hein. C'est des zones sujettes à érosion. Alors ce qu'il faut voir aussi, c'est que quand on voit ce projet-là qui disent qu'ils sont en dehors des espaces littoraux, en dehors de la zone sensible, en dehors des zones humides, en dehors de tout, quoi. Vous voyez, en fait ils sont en dehors même des espaces remarquables. Ils le disent, hein. Il faut savoir que ce projet-là est connecté à ça, quoi. Et ça, c'est quoi? C'est un ancien chemin creux qui a été bitumé, qui est plein de ruisseaux, plein de sources. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire pour connecter ce village? Parce que le village, il ne fonctionnera pas sans eau de mer. Parce qu'ils veulent faire un village ostréicole, hein, comme à Bourse-Franc, là, avec un dénivelé de 1 mètre ou 2. Mais ici, attention, c'est un dénivelé de 70-80 mètres. Et ben là, alors on décaisse tout ça, on fout tout ça en l'air, et puis on met des tuyaux avec une pompe en bas. Et on pompe ça, dans un bassin de plusieurs milliers de mètres cubes. Vous imaginez un peu le travail, l'impact que ça fait dans une zone classée Natura 2000 avec des sources et tout. Ah mais ça on n'en parle pas. On n'en parle pas dans le projet. Si vous voulez, la loi est bien faite, il y a des registres. On dépose un permis, et puis après on le circonscrit dans un secteur particulier, et puis après les impacts, on n'en parle pas. Vous avez maintenant qu'on a remonté le chemin, vous avez compris une chose. C'est un secteur humide. Ce secteur-là avait été classé humide par le SMEGA, le syndicat mixte dont on a déjà parlé dans l'affaire de Kéristan, alors que c'était pas son boulot parce qu'on est en zone Natura 2000. Hein. Là, c'est spécial. Alors, au départ, c'était classé humide. Et puis alors, pendant l'étude du projet, bizarrement, vous n'allez pas me croire, c'était plus humide du tout. Comme ça, après, ça permettait, si vous voulez, de pouvoir envisager de bousiller tout ça, puisque c'était plus humide. Alors, pour que ce soit pas humide, d'abord il y a eu la collusion, premièrement, et deuxièmement, vous avez remarqué, sans l'avoir remarqué, qu'en fait ils ont busé le ruisseau. Le ruisseau a disparu, vous voyez, hop. Ça se fait pas, hein, ça, hein. Ça ne se fait pas. C'est si je ne m'abuse, hein, il faudrait vérifier la loi sur l'eau, mais vous n'avez pas le droit de buser un ruisseau comme ça. Vous pouvez faire un pont, tout ce que vous voulez, vous pouvez pas le... Vous voyez, avec les fortes pluies et qui a eu lieu dernièrement, le busage récent du ruisseau a été mis à jour, vous voyez. Alors donc, voilà, le ruisseau, il a disparu, et à la place, voilà ce qui arrive, vous voyez. C'est comme ça que ça se passe. Voilà, et voilà, nous revoilà devant notre panneau. Alors je vais vous montrer maintenant la zone sourcière du ruisseau de Boulgueff. On est en haut du chemin de Boulgueff, et donc vous voyez le petit panneau là, grave de Boulgueff. Et alors le ruisseau, là, toujours qui a été busé, caché, masqué,
violet, tout ce que vous voulez. Et très intéressant. Ce qu'on ne voit pas, mais qu'on voit quand même, mais qu'on n'arrive pas à voir, qu'on ne sait pas voir, c'est ça. Alors regardez bien. Ici, nous sommes, si vous voulez, presque aux origines du ruisseau de Boulguef. Voilà. Et là, vous avez une pompe de relevage des égouts. Alors, ce qu'il faut bien vous rendre compte, c'est que les égouts, il faut bien que ça aille quelque part et que, avant que ça rejoigne la station principale, ça passe toujours par les points bas. Et dans les points bas, il y a les sources, donc, les pompes de relevage pour repomper donc la collecte des égouts. Mais les points bas, c'est quoi? C'est les sources, voilà. Et ici, il y avait une source avec son lavoir. Le lavoir a été enfoui. C'était la belle époque où on faisait un peu n'importe quoi. Il faut savoir que lorsqu'on met une pompe de relevage sur une source, c'est foutu, quoi. La source, elle est baisée, quoi. Donc, ce lavoir et son ruisseau alimente le ruisseau de Boulguef. Et c'est un des ruisseaux les plus pollués du secteur parce qu'en fait, il a un débit important. Il est toujours facilement en surverse. Et donc, vous avez là où on a prévu de pomper l'eau, hein, l'eau de mer, ce fameux village là, vous avez un magnifique bouillon de culture de colibacilles, de streptocoques fécaux, de norovirus, d'hépatite A, de tout ce que vous voulez. Et c'est ça qu'on va pomper, qu'on a l'intention de pomper sur Boulguef, hein, pour alimenter le bassin d'eau de mer du fameux village. Et puis c'est ça aussi, parmi la vingtaine de ruisseaux qui est dans le secteur, qui alimente l'estran et tout ce qu'on y pêche. Hein, voilà. Parce que regardez un petit peu à travers les quelques propriétaires là, qu'est-ce qu'on peut voir? Il y a à peu près 3 sortes de propriétaires. Vous avez celui-là, vous voyez, l'exploitant. L'exploitant, lui, il possède la terre pour, parce que c'est son outil de travail. Il y tient parce que ça fait des générations et des générations qu'il travaille ça. C'est grâce à ça qu'il bosse. C'est grâce à ça que ses enfants vont travailler. Et puis si vraiment il cède sa terre, c'est parce que il n'a pas bien compris qu'il fallait qu'il la garde et il n'a pas cédé pour l'argent, il a cédé sous la contrainte. Ensuite vous avez plus bas là, vous avez celui qui s'en fout. Lui, il vend sa terre parce que pour lui la terre c'est un objet de spéculation. Voilà. Il n'en a rien à cirer. Lui, du moment qu'il a ses 15 000 € sur le compte, il n'en a rien à foutre du reste, quoi. S'il y a du béton à la place, lui, il est ailleurs, il n'est pas là. Et après, vous avez des propriétaires qui ont une terre parce que pour eux, ça représente un patrimoine, ça représente une identité culturelle. Et alors, c'est grâce à ces gens-là, et il y en a plein comme ça. Jamais ils céderont leur terre. Même si on leur propose des 1000 et des 100, pour eux c'est un bien familial, c'est un bien culturel, c'est une valeur à transmettre, c'est leur moi profond, vous voyez ça. Et il y a des gens, il y en a plein comme ça. Et même ceux qui n'ont pas de terre, qui n'ont pas de biens, qui habitent là dans le secteur, quelque part, dans leur cœur, ils sont comme ça. Et ils se reposent, si vous voulez, ils comptent sur ces gens-là qui défendent bec et ongle leurs biens, c'est parce que ici, c'est pas un musée, vous voyez, c'est quelque chose qui est vivant. Et qu'on possède, et qu'on fait vivre. On ne détruit pas avec du béton, avec des arrangements, avec des machins, avec le prétexte des emplois, des trucs à la con, là. Vous voyez, des choses qui arrivent aux catastrophes d'ailleurs. Hein. On en a assez dans les journaux. Hein. Voilà, il y aurait énormément à dire encore, mais bon, le temps est compté. Je vais vous abandonner donc, auprès de cette pauvre petite fontaine qui a été détruite, mais vous voyez qui coule toujours. Donc elle est toujours là. Elle vivra encore longtemps, avec j'espère beaucoup d'arbres autour d'elle, mais qui feront des petits. Et c'est dans ce cadre magnifique qu'on va arrêter cette petite visite. Et voilà, j'espère que cette visite vous a plu, j'espère que j'ai été assez clair. Ce que je voudrais quand même, c'est que vous n'oubliez pas ce secteur-là, que vous veniez le voir. Si vous avez un peu plus de moyens, vous venez nous aider. Parce que ça c'est un projet qui demande non seulement énormément d'efforts, mais bon, pas mal d'argent quand même aussi. Et nous on n'a que vous pour nous aider, je vous le rappelle. On n'est pas une association bidon qui se font subventionner par le gouvernement pour pouvoir se taire, pour qu'on se taise. Nous on se tait pas. Par contre, comme on se tait pas, on n'a pas d'argent, on n'a aucune ligne dans les médias. Parce que les médias, vous savez, ce genre de projet, elles le vantent, hein, mais elle ne dit pas de ce qu'on vient de vous dire et qu'elle sait, quoi. Elle le sait, ça. Donc maintenant, grâce à YouTube, la vraie info, elle se fait là. Et donc, si vous voulez, maintenant, si vous êtes OK avec ça, aidez-nous, quoi.
C'est pas grand chose, vous adhérez à l'association, vous faites un petit don, c'est déductible de 60% des impôts. Et puis là, si vous voulez, on va pouvoir non seulement gagner ce combat-là, mais surtout gagner les autres. Parce que, vous savez, hein, je l'ai déjà dit, quand on gagne un projet, eh ben, il y en a 100 qui se font derrière, qu'on n'a pas le temps de voir, quoi, parce qu'on n'est pas beaucoup d'associations à défendre l'environnement. Et je pense qu'il faut vraiment créer un consensus, il faut créer une prise de conscience. Parce que, vous savez, hein, vous voyez les infos, hein, j'ai rien d'autre à dire, quoi. Donc je vous remercie beaucoup, vraiment énormément d'avoir suivi ce clip-là, puis de penser à tous ceux qui sont victimes, à tous ceux qui ont besoin d'aide. Et voilà, à bientôt pour le prochain clip. Merci.